Avez-vous déjà eu l'impression d'étouffer sans bruit? Le bruit des voix, qui ne s'arrêtent jamais, les attentes muettes, les notifications incessantes qui vous empêchent de terminer une seule pensée, et surtout, ce chaos intérieur qui enfle lorsque vous prétendez que tout va bien, alors qu'en vous, la fatigue hurle. Sénèque, s'il vivait aujourd'hui, ne serait peut-être pas dans un temple ou dans les montagnes. Il serait peut-être juste là, à côté de vous, dans un open space bruyant, répondant à des emails urgents, subissant des réunions confuses et un collègue un peu trop bruyant au téléphone. Mais lui, il ne laisserait jamais ce vacarme atteindre son âme. Il fermerait les yeux, respirerait lentement et se rappellerait « Le monde est bruyant, oui, mais mon esprit m'appartient ». Et si vous sentez que vous êtes en train de perdre cet espace intérieur, cette paix silencieuse que personne ne peut vous voler, alors cette vidéo est faite pour vous, comme une bougie qu'on allume dans le noir. Ici, vous allez découvrir comment vous protéger sans vous isoler, comment dire non sans culpabilité, comment filtrer ce qui pénètre dans votre esprit sans devoir fuir le monde. Grâce à la sagesse stoïcienne de Sénèque, Marc Aurèle, Épictète et d'autres, vous allez comprendre qu'il est possible de travailler, de vivre, de décider, tout en gardant votre âme intacte. Parce que tout bruit ne mérite pas votre attention. Et tout chaos ne doit pas vous emporter. Avant d'aller plus loin, écrivez en commentaire « Même dans le bruit, je choisis la paix ». C'est votre ancre silencieuse, votre déclaration intérieure. Silence intérieur au milieu du bruit extérieur. Il existe un type de bruit qui ne vient pas du son, mais d'un trop-plein de pensées, d'une confusion émotionnelle, de ces interruptions invisibles qui traversent l'esprit comme des voitures lancées à vive allure. Et c'est peut-être le plus insidieux de tous les vacarmes, celui que personne n'entend, mais qui, en nous, hurle sans relâche. Dans un open space bruyant, rempli de voix qui s'entrecroisent, de notifications qui clignotent, de délais qui s'entrechoquent, l'âme commence à crier pour avoir de l'espace, pendant que le corps prétend que tout va bien. La vraie question est, comment Sénèque garderait-il sa sérénité dans un tel chaos moderne? Il ne demanderait pas le silence extérieur, il le créerait à l'intérieur. Le silence intérieur n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de la conscience. C'est ce moment rare où même si le monde réclame votre attention, vous vous retirez dans un espace invisible, un sanctuaire mental où rien ne pénètre sans votre accord. Cette capacité ne naît pas du hasard, mais d'une pratique stoïcienne quotidienne, celle de cultiver son esprit comme un temple sacré. Marc Aurèle écrivait ses méditations comme on balaie la poussière du monde accumulée sur l'âme. Il savait que la vraie paix ne se trouvait pas dans les couloirs du palais, mais dans les pièces silencieuses de sa propre conscience. Et c'est justement là que commence la transformation intérieure, lorsque vous décidez où repose votre esprit, même lorsque tout s'agite autour de vous. La pratique du silence intérieur ne dépend pas de conditions idéales. Elle fleurit au contraire dans l'imperfection. Il est facile de trouver la paix dans un monastère perché sur une montagne. Mais la vraie épreuve, c'est de la maintenir lorsque votre supérieur vous presse, que le téléphone sonne sans fin et que votre collègue mâche bruyamment à côté. C'est dans ce champ de bataille que commence le véritable entraînement. Le stoïcien moderne ne cherche pas le silence dans le monde, il le plante en lui. Et c'est une décision qu'il prend chaque jour, avec rigueur et clarté mentale. Construire ce refuge invisible est un acte de résistance face au vacarme. Le plus grand obstacle à ce silence n'est peut-être pas le bruit du dehors, mais la peur de se retrouver seul avec ses propres pensées. Beaucoup évitent le silence parce qu'il met à nu ce qui reste non résolu. Le bruit distrait, le silence confronte. Mais c'est dans cette rencontre avec soi-même que naît la véritable force intérieure. Épictète nous rappelle que nous ne contrôlons pas les événements, seulement notre façon d'y réagir. Et le silence est cet espace sacré entre ce qui arrive et la manière dont on choisit d'y répondre.
C'est là, dans cet interstice, que réside le pouvoir de ceux qui veulent vraiment vivre selon le stoïcisme. Cultiver le silence intérieur revient à aiguiser une épée que personne ne voit. Cela peut paraître inutile dans un monde qui valorise les réponses rapides et les réactions immédiates. Mais celui qui sait attendre une seconde avant de parler, respirer avant de juger, se recueillir avant de répondre, celui-là est en avance sur la majorité. Car le silence, ici, n'est pas absence, c'est stratégie. C'est une organisation mentale qui vous empêche d'être pris en otage par les urgences des autres. C'est une sorte de blindage invisible qui vous maintient debout, même lorsque tout s'écroule autour de vous. Concrètement, cela signifie commencer sa journée dans le silence, ne serait-ce que 2 minutes. Observer sa respiration. Ou écrire, comme le faisait Sénèque, ce que vous ne voulez pas oublier lorsque le bruit recommencera. Cela signifie se construire un espace mental, même lorsqu'on est entouré de voix, de notifications, d'attentes, de tâches. C'est bâtir en soi un lieu où aucune critique ne pénètre sans autorisation, où aucune comparaison ne vous contamine, où aucune anxiété ne devient souveraine. C'est plus qu'une technique, c'est une philosophie de vie. Celle qui vous donne une structure pour exister dans le chaos sans vous y dissoudre. Et ne croyez pas qu'il faille être moine pour y parvenir. Un employé de bureau, une mère fatiguée, un étudiant surchargé, tous peuvent pratiquer ce silence intentionnel. Il suffit de décider que tout bruit n'est pas prioritaire, que toute demande n'est pas une urgence, que toute opinion n'est pas à absorber. En fin de compte, il s'agit de reprendre le pouvoir sur son propre esprit. Car quand vous refusez d'être emporté par les marées émotionnelles de l'extérieur, vous commencez à découvrir une forme de calme qui ne dépend plus de rien. Ce silence n'est pas passif. Il est dense, plein, habité. C'est le silence de celui qui écoute le monde sans s'y perdre, qui observe sans juger, qui agit sans précipitation. Un silence qui ne fuit pas le bruit mais le transcende, qui ne se cache pas mais s'ancre. Un silence que personne n'a besoin de comprendre car il n'est pas fait pour les autres. Il est fait pour vous rappeler jour après jour que votre esprit est un territoire sacré et que rien n'y entre sans votre accord. La bonne nouvelle, c'est que ce silence peut se cultiver comme un muscle. Avec du temps, de la patience, de la constance. À chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir au quart de tour, à chaque respiration avant une réponse, à chaque retrait volontaire, vous le renforcez. Et la vie, peu à peu, cesse d'être un champ de bataille. Elle devient un dojo, où le bruit ne vous blesse plus, où la paix ne dépend plus des autres, où le monde reste le même. Mais vous êtes devenu autre. Et peut-être que dans le fond, c'est ça, l'essence de la sagesse stoïcienne. Construire à l'intérieur ce que le monde refuse de vous offrir à l'extérieur. Apprendre à habiter son être avec dignité, même quand personne ne le remarque. Être fort sans élever la voix. Être calme alors que tout hurle. Car il existe une paix qui ne s'explique pas. Elle se ressent. Et quand vous la trouvez, le bruit n'est plus un problème. Mais ce refuge invisible peut encore être renforcé. Blindage mental, créer un espace sacré invisible. Il existe des endroits dans notre esprit où personne ne devrait entrer. Des sanctuaires invisibles qui ne survivent que s'ils sont protégés avec fermeté et respect. Pourtant, beaucoup vivent comme des maisons aux portes grandes ouvertes, laissant toute opinion, toute critique ou toute énergie extérieure pénétrer sans frapper. Le blindage mental, ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que votre paix a une valeur et que tout le monde ne mérite pas d'avoir du pouvoir sur elle. Les stoïciens le savaient déjà. Épictète parlait de préserver ce qui dépend de nous. Et notre esprit est justement ce territoire. Il est notre temple le plus intime. Et comme tout temple, il a besoin de murs, pas de clôtures fragiles. Se blinder mentalement ne veut pas dire se couper du monde. Cela veut dire apprendre à filtrer ce qui entre, pouvoir entendre sans absorber, être en relation sans se laisser contaminer, participer sans se dissoudre. Sénèque disait «
Rien n'est plus nuisible à l'âme que de s'adapter aux mauvaises compagnies. Et cela ne concerne pas seulement les gens. Cela s'étend aux idées, aux habitudes, aux stimuli que vous laissez circuler en vous. Un fil d'actualité toxique, une conversation inutile, une pensée répétitive et sourde que personne ne voit, mais qui vous vide chaque jour. Voilà ce qui mine votre force mentale. Et si vous ne construisez pas de barrières, le monde vous envahira sans la moindre cérémonie. L'espace sacré invisible est un état de présence permanente. Ce n'est pas un lieu physique, c'est un niveau de conscience. Un choix actif quant à l'endroit où votre esprit se pose, même quand tout autour tente de le détourner. Ceux qui évoluent dans des environnements bruyants, hostiles ou émotionnellement lourds ont un besoin vital de cet abri mental. C'est là que se restaure le calme intérieur. C'est là que la discipline mentale prend racine. Et c'est aussi là que vous retrouvez ce qui compte vraiment. Non pas ce que l'on vous impose. C'est un acte de détachement silencieux, presque imperceptible, mais qui transforme tout de l'intérieur. Cet espace commence petit, parfois par une pensée stoïcienne, une phrase de Marc Aurèle griffonnée dans un carnet qu'on cache dans un tiroir. Parfois par une habitude simple, se lever avant les autres pour savourer 5 minutes de silence. Ou encore faire une pause dans l'après-midi, fermer les yeux et se rappeler « Je ne suis pas une éponge, je suis un filtre ». Voilà ce qu'est une organisation mentale consciente. Et plus vous pratiquez, plus cet espace grandit, jusqu'à devenir une maison intérieure où personne ne pénètre pieds nus, pas même vous. Ce blindage exige aussi du courage. Le courage de dire non à ce qui vous envahit. Le courage de quitter des dynamiques toxiques, même dans le silence. Le courage de ne pas toujours se justifier. C'est étrange, comme les autres ne respectent vraiment que ceux qui posent leurs limites avec conviction. Et il ne s'agit pas ici d'agressivité. Il s'agit de présence, de fermeté tranquille. La vertu stoïcienne réside là, être doux sans être faible, accessible sans être envahi, ferme sans élever la voix. Voilà la posture de celui qui a bâti sa force intérieure et qui n'a plus besoin de la prouver. Se protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Le stoïcisme moderne vous apprend que vous n'avez pas à réagir à tout. Et quand vous cessez de réagir, vous commencez à choisir. Et c'est là que naît la véritable liberté. Une liberté sereine, née du contrôle émotionnel, et non du contrôle de l'autre. Le blindage mental n'est pas fait de murs épais, mais de choix subtils. Refuser un conflit inutile. Ne pas répondre à une provocation vide. Comprendre que certaines batailles ne méritent ni votre épée, ni votre énergie, ni votre sommeil. Un bon blindage demande aussi une révision continue. Ce qui vous protégeait hier peut devenir une prison aujourd'hui, si vous n'y prenez pas garde. Voilà pourquoi le stoïcien observe son propre esprit aussi attentivement qu'il observe le monde. Il réévalue ses limites, redéfinit ses priorités, ajuste ses protections. Il ne se ferme pas par peur, il s'organise par sagesse. Et cette autogestion fait de lui un roc au milieu de la tempête. Ce blindage est vivant, il évolue avec vous. En cultivant cet espace sacré invisible, vous réalisez que votre énergie n'a pas besoin d'être disponible à tout moment, que votre attention est trop précieuse pour être gaspillée dans des distractions vides, que votre temps est limité et que votre esprit ne peut être un terrain vague. Vous commencez à choisir plus consciemment quoi lire, à qui parler, quoi penser. Et cela change tout, parce que le monde reste le même, mais vous, désormais, avez un filtre affûté, un esprit clair, un cœur protégé. Et ce processus n'a pas besoin d'être bruyant. Il peut être discret, mais profondément connecté à votre philosophie de vie. Un rituel intime, fait de gestes simples, comme fermer les volets au coucher du soleil, éteindre la lumière avant de dormir, poser une fleur sur un autel invisible. Ce que vous faites pour votre esprit quand personne ne regarde façonne le type de vie que vous allez construire. Et cette construction commence dans le silence. Mais elle rayonne partout autour de vous. Peut-être ne vous en rendez-vous pas encore compte,
Mais cet espace a déjà commencé à se former en vous, rien qu'en lisant ces lignes. Chaque mot, chaque respiration lente, chaque image intérieure. Et plus ce blindage grandit, plus une question émerge. Qu'êtes-vous prêt à faire maintenant pour protéger votre paix, quand le monde entier semble vouloir l'éroder? L'attention sélective, comme bouclier de paix. L'esprit humain est semblable à un champ fertile. Tout ce que vous y semez finit par pousser, et ce que vous laissez entrer, même sans le remarquer, devient une graine. Dans un monde saturé d'informations, de stimuli, d'alertes et de contenus infinis, cultiver une attention sélective est devenu l'un des plus grands actes de sagesse stoïcienne. Marc Aurèle écrivait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et nos pensées sont souvent le fruit direct de ce à quoi nous offrons notre attention. Autrement dit, votre paix aujourd'hui est peut-être minée non par un événement tragique, mais par 1000 petites distractions qui grignotent votre clarté. Le problème, ce n'est pas seulement l'excès, c'est l'absence de filtre. Quand tout semble urgent, plus rien ne l'est vraiment. Et dans ce chaos, l'esprit devient étroit, saturé, sans espace pour ressentir ni réfléchir. L'attention sélective est un bouclier invisible qui décide ce qui entre et ce qui reste dehors. C'est un geste d'autoprotection consciente, comme tirer les rideaux pour que la lumière extérieure n'envahisse pas votre repos intérieur. C'est une discipline douce, une façon d'honorer son monde mental, en choisissant activement ce qui mérite d'y habiter. En pratique, cela veut dire se poser une simple question avant d'ouvrir un message, de cliquer sur un titre ou de répondre à quelqu'un. Est-ce que cela nourrit ou épuise mon esprit? Tout ce à quoi vous accordez de l'attention façonne votre manière d'être. Et ce n'est pas une question d'ignorance, mais de choix. Choisir, c'est créer un ordre là où le monde impose un tumulte. La force d'un esprit structuré ne vient pas de sa rigidité, mais de sa capacité à rester fidèle à l'essentiel, même quand le bruit crie pour être entendu. Comme l'écrivait Épictète, « Prends soin de ton monde intérieur plus que de ce qui t'échappe ». Les personnes mentalement fortes sont souvent celles qui ont appris à ignorer avec élégance. Elles ne s'étonnent pas du vacarme, car elles se concentrent sur la mélodie. Elles regardent le monde avec curiosité, mais sans s'y laisser aspirer. Et cela demande un entraînement invisible. Lire un livre, au lieu de se perdre sur les réseaux, écouter le silence plutôt que de combler chaque vide, privilégier une vraie conversation plutôt que 10 discussions superficielles. L'attention sélective construit de la profondeur, et c'est dans cette profondeur que réside la paix. Sénèque comparait le temps à notre ressource la plus précieuse, et l'attention, c'est la manière dont on dépense ce temps. Lorsque vous donnez votre attention à quelqu'un ou à quelque chose, vous lui dites « Ceci mérite ma vie maintenant ». Et la vérité, c'est que peu de choses le méritent vraiment. Il existe des personnes qui pompent votre énergie sans jamais vous élever. Des contenus qui nourrissent votre anxiété bien plus que votre âme. Des habitudes qui semblent anodines, mais qui diluent peu à peu votre lucidité. Savoir quoi ignorer est devenu aussi vital que savoir quoi nourrir. Il est naturel que ce soit étrange au début. On a été conditionné à rester disponible, connecté, réactif. Mais l'attention sélective n'est pas de l'absence, c'est de la présence active. C'est dire oui uniquement à ce qui fait du sens. C'est être radical sur ce qui entre dans votre esprit comme on est sélectif sur ce qu'on laisse entrer dans sa maison. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Et curieusement, plus vous devenez sélectif dans votre attention, plus vous devenez profond dans votre présence. Car ce que vous retirez de bruit devient de l'espace, et l'espace devient paix. Si votre esprit était une table, que trouverait-on dessus en ce moment? Quelles pensées occupent vos assiettes? Quelles inquiétudes invitez-vous à votre café du matin? L'attention sélective, c'est aussi cela. Faire le ménage, ôter ce qui ne nourrit pas, nettoyer ce qui trouble, ne laisser que ce qui éclaire.
C'est de l'organisation mentale sous forme d'habitude. Et comme toute habitude, cela commence petit. Une minute de silence, une décision de ne pas tout commenter, un rituel avant de dormir. Petit à petit, le bouclier se forme. Invisible à l'extérieur, solide à l'intérieur, ce bouclier nous protège aussi d'un poison discret, la comparaison. Lorsque vous vivez les yeux tournés vers le jardin du voisin, vous oubliez d'arroser le vôtre. Quand votre attention se focalise sur les victoires des autres, vous perdez la magie du vôtre. L'attention sélective, à ce stade, devient un retour à la maison, un recentrage sur ce que vous pouvez réellement contrôler. Vos efforts, vos habitudes, votre rythme. Et là commence la véritable transformation personnelle. Ce n'est pas faire plus, c'est regarder mieux. En fin de compte, votre esprit devient ce que vous le laissez absorber. Chaque stimulus compte. Chaque distraction laisse une trace. Chaque focus mal placé dilue votre maintenant. Et quand vous réalisez cela, vous commencez à utiliser votre attention comme un moine allume un encens, avec soin, avec présence, avec révérence. Vous vivez plus lentement, mais plus intensément. Car le focus vous place dans l'instant. Et l'instant est le seul endroit où la vie se vit pleinement. Et si tout cela vous paraît difficile, souvenez-vous, ce n'est pas une question de perfection, mais de pratique. Il ne s'agit pas de toujours réussir, il s'agit de mieux choisir. Une pensée à la fois, une décision à la fois, une sélection consciente chaque jour. Et avec le temps, vous découvrirez que votre paix ne dépend pas du silence autour, mais de votre capacité à choisir ce qui mérite votre écoute. Mais il existe encore une vérité plus profonde. Le bruit n'envahit pas l'âme sans votre permission. Le bruit du monde est inévitable. Il cogne, traverse les murs, se glisse dans les couloirs, s'infiltre par les yeux, par les oreilles, avec une urgence qui ne demande jamais la permission. Mais il existe un lieu qu'il ne peut atteindre, sauf si vous lui ouvrez la porte, votre âme. Pour les stoïciens, l'âme était ce noyau inviolable que seul notre abandon pouvait perturber. Ce n'est pas le tumulte extérieur qui blesse, mais le moment où l'on abandonne sa souveraineté intérieure. Sénèque disait que personne ne peut vous nuire sans votre accord. Peut-être en va-t-il de même pour le bruit. Il ne pénètre que si vous le laissez entrer. Il y a un instant presque imperceptible dans chaque tension où votre âme décide si elle se laissera atteindre. Ce peut être un regard froid, une remarque sèche, une critique vide. Et là, dans cette fraction de seconde, se joue la clé. Ouvrir ou garder fermé. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais le jugement que nous portons sur eux. Ce n'est pas le son qui trouble, mais le sens que nous lui donnons. Réagir mécaniquement, c'est céder son pouvoir. Rester serein, c'est préserver son royaume. Et cette souveraineté se construit à travers un choix minuscule, mais immense. C'est pourquoi la pratique stoïcienne ne s'effectue pas dans le silence, mais dans le bruit. Méditer dans un monastère est aisé, mais conserver sa paix dans un open space, au milieu de voix qui se croisent, de réunions absurdes et d'emails urgents avant même le premier café. Voilà la vraie discipline. C'est là que l'âme est éprouvée et fortifiée. Chaque fois que vous respirez au lieu de réagir, que vous observez au lieu de juger, que vous vous taisez au lieu de riposter, vous posez une pierre de plus dans votre forteresse intérieure. Et vous réalisez que le bruit extérieur n'a de pouvoir que si vous l'invitez à l'intérieur. L'âme n'est pas un champ ouvert, c'est un jardin secret, un temple discret, un lieu où vous fixez les règles, où tout bruit n'est pas bienvenu, où chaque mot n'a pas à devenir blessure. Cette construction commence avec l'attention et se consolide par la répétition. C'est une habitude, pas un miracle, une vigilance, pas une fuite. C'est savoir que la force ne réside pas dans l'annulation du monde, mais dans votre capacité à ne pas le laisser dicter votre fréquence intérieure. Voilà l'essence de la vertu stoïcienne, l'autosuffisance émotionnelle. Celui qui a goûté à la paix apprend vite à la protéger, pas avec violence, mais avec lucidité, comme un verre d'eau pure. On ne le pose pas n'importe où.
On ne laisse pas quiconque y verser ce qu'il veut. On le tient avec soin. Ainsi est votre âme, un récipient précieux. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à dire non, sans culpabilité, à vous éloigner sans drame, à vous préserver sans vous excuser. Et le monde commence à percevoir que vous avez changé. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que ce n'est pas vous qui avez changé, c'est votre seuil de permission. Peut-être que l'un des plus grands pouvoirs à développer aujourd'hui est cette capacité à ne pas être ébranlé. Entendre sans absorber, voir sans se laisser contaminer, ressentir sans se perdre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la liberté. La liberté d'être soi-même, même lorsque tout cherche à vous modeler. Être calme quand on attend de vous de la colère. Être centré alors que tout pousse à l'excès. Cette force silencieuse, presque invisible, est ce qui rend quelqu'un véritablement fort. Et au fond, il n'y a rien de plus révolutionnaire que de garder son âme intacte dans une époque surchargée. Vous ne pouvez pas empêcher qu'on sonne à la porte, mais vous pouvez choisir de ne pas ouvrir. Vous ne contrôlez pas les paroles des autres, mais vous décidez si elles vous pénètrent ou non. L'esprit bien entraîné devient comme une maison aux serrures solides, aux fenêtres closes, avec un autel en son centre où seul l'essentiel a le droit d'entrer. Le reste, il frappe, il hurle, il insiste, mais il ne passe pas, parce que votre permission est la clé, et vous ne la donnez plus à n'importe quoi. Parfois, le bruit se déguise. Il prend la forme de l'urgence, de la flatterie, de la critique voilée ou de la promesse séduisante. Mais le principe reste le même. Vous décidez de ce qui a le droit d'écho en vous. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même qui il était, même lorsque tout autour voulait lui dicter le contraire. Cette écriture était plus qu'une réflexion, c'était un bouclier. Une façon de rappeler chaque jour que son âme était un territoire souverain. Et lorsque cette conscience devient une habitude, le monde cesse d'être une menace. Il devient un décor. Et vous commencez à marcher en pleine tempête, un parapluie solide au-dessus de la tête. Vos pieds sont mouillés, mais votre cœur reste sec. Même lorsque les nuages s'accumulent, votre paix ne dépend plus du ciel. Elle réside dans un lieu que le vent n'atteint pas. Là où le bruit cogne, mais ne pénètre pas. Mais cette maturité intérieure, cette force paisible qui refuse d'être envahie, cache encore un secret. Elle ne naît pas du rejet du chaos, mais de sa réconciliation. Respirez profondément. La prière silencieuse du sage. Respirez profondément. Un geste simple, presque invisible, qui ne demande ni outils ni diplôme, juste une chose. La présence. Et pourtant, tant de gens ont oublié comment on fait. Dans le tumulte des journées pressées, la respiration devient mécanique, courte, anxieuse. Mais lorsqu'un sage respire profondément, il ne fait pas qu'oxygéner son corps. Il marque une pause sacrée, une prière muette à son propre centre. Sénèque disait que l'âme a besoin de temps pour se rassembler. Et peut-être que respirer profondément, c'est ce temps secret entre le tumulte et la décision. Un espace où le monde s'arrête et où l'âme enfin revient en soi. L'air entre et sort. Mais quand vous le faites consciemment, quelque chose change. La respiration devient un pont entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'impulsion et le choix, entre le bruit et le silence. Le stoïcisme moderne rappelle cette sagesse ancienne. Respirer, c'est s'ancrer. C'est le premier réflexe de celui qui veut dominer ses réactions. Une provocation, respirer. Une peur, respirer. Une tension qui monte, respirer. Cette pause devient un bouclier. C'est le contrôle émotionnel en temps réel. C'est votre décision, même minime, de ne pas céder au courant. La respiration est l'encre de la présence. Quand tout semble instable, elle vous ramène ici. Et ici, c'est l'unique lieu où la transformation est possible. Le stoïcien ne réagit pas, il respire, il observe, il choisit. Et dans ce rythme, la sagesse fleurit. Parce que respirer profondément n'est ni faiblesse ni fuite. C'est un acte de force mentale. C'est affirmer « je reste maître »
même quand tout m'invite à perdre pied. Voilà l'essence d'un esprit stoïque. Agir avec intention et non par réflexe. Peut-être est-ce pour cela que depuis toujours, on associe le souffle à l'âme. Dans l'Antiquité, le pneuma était ce souffle vital, cette énergie de vie qui circule. Respirer profondément, ce n'était pas qu'une fonction du corps, c'était une spiritualité. Une manière d'unir esprit, corps et sens. Aujourd'hui, entouré de messages et de vitesse, on a perdu ce rituel. Et pourtant, il est toujours là, intact, gratuit. Il suffit de s'arrêter, de revenir au souffle. Et là, dans cette respiration lente, vous vous rappelez que la paix est encore possible, qu'elle n'a jamais cessé d'exister. Ce qui est fascinant, c'est que respirer profondément dissout aussi l'excès. Quand vous respirez, l'esprit s'éclaircit. La colère perd son urgence. La tristesse trouve un ordre. Le doute s'apaise. C'est comme si l'air nettoyait les vitres de votre conscience. Comme si, tout à coup, vous mettiez de l'ordre dans votre temple intérieur. Et cela, peu importe le décor, dans un embouteillage, dans un bureau agité, dans une dispute. Respirer profondément vous redonne votre axe. Ce n'est pas fuir, c'est se centrer. Certains disent que prier, c'est parler à Dieu. Alors respirer profondément, c'est peut-être l'écouter. Pas avec des mots, mais avec de la présence. C'est le moment où vous faites taire l'agitation pour entendre la réponse discrète de l'univers. Pas besoin d'être religieux pour comprendre ça. Il suffit d'être attentif. Il y a quelque chose de sacré dans ce souffle lent, cette pause minuscule, cette exhalation qui dit « Je suis vivant, je peux encore choisir, rien n'est perdu ». Respirer profondément, c'est aussi rééduquer le rythme de la vie. Tandis que le monde pousse à aller plus vite, le sage choisit de ralentir. Tandis que tout devient immédiat, le stoïcien choisit la mesure. Et c'est dans ce tempo qu'il trouve sa force. Une force qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui tient. La discipline mentale commence là, non dans de grands projets, mais dans ces respirations conscientes qu'on s'accorde en secret. Et plus vous respirez, plus vous apprenez à vivre sans peur. Parce que celui qui respire bien ressent mieux. Et celui qui ressent mieux décide mieux. Il y a quelque chose de profondément humain dans l'acte de réapprendre à respirer. C'est comme revenir au point de départ, dire à son corps « je t'entends, je te respecte ». Et dans ce geste, on apaise le stress accumulé, la fatigue sans nom, la tension qui ne sait plus parler. C'est une solution à l'épuisement qu'on ne trouve pas en pilule, mais en pause, en air, en présence, en retrouvailles avec soi. Et si cela vous semble trop simple pour changer quoi que ce soit, c'est peut-être que la vie vous enseigne que les plus grandes transformations commencent par des détails, que la paix ne naît pas dans le bruit, mais dans le silence, que le succès réel ne débute pas dans la conquête, mais dans la clarté. Et cette clarté commence avec une seule respiration, celle qui rallume une lumière intérieure et dit « Tu es ici ». Et c'est suffisant. Mais il existe encore un niveau plus profond que le souffle, quelque chose qui ne s'apprend qu'en refusant de réagir, même lorsque tout vous pousse à exploser. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément. Fermez les yeux un instant et sentez, le monde est toujours là. Mais vous n'êtes peut-être plus le même. Vous avez appris que le bruit peut exister, mais qu'il ne doit pas vous dominer. Que le chaos extérieur n'a pas prise sur le silence que vous cultivez en vous. Et que la vraie transformation ne vient pas du contrôle de ce qui est dehors, mais de la maîtrise silencieuse qui grandit dans l'esprit de celui qui choisit de vivre avec intention. Mais savoir cela ne suffit pas. Il faut le vivre. Alors, je vous demande, allez-vous continuer à céder votre paix au tumulte des autres ou commencerez-vous aujourd'hui à bâtir cet espace sacré où personne d'autre que vous n'a de pouvoir? Commencez par un simple geste. Écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo. Partagez votre mot-clé, votre prise de conscience, votre basculement. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici,
Vous apprendrez chaque semaine à cultiver votre force mentale, votre sérénité, votre sagesse stoïcienne. Et cliquez dès maintenant sur le premier commentaire épinglé. Vous y trouverez un e-book exclusif pour approfondir ce chemin de paix au cœur du chaos et cette sagesse à pratiquer au quotidien. La présence est une habitude, le calme est un choix, et l'âme a besoin d'espace. Vous avez déjà commencé à le créer, maintenant, cultivez-le.